Voilà, donc je vois qu'effectivement vous utilisez le chat pour nous faire un retour et sur la ville depuis laquelle vous êtes connecté et sur le son que vous entendez. Donc merci de vos retours. Et je propose que nous commencions. Donc je vais céder la parole à Sarah, donc de la Morandière, qui va être l'animatrice de cette session en compagnie des deux autres intervenants qui sont Jean Vanderspelden et Paula Goncalves. Donc Sarah, la parole est à vous. Merci beaucoup Catherine. Bonjour Jean, bonjour Paula, bonjour tous nos auditeurs. Bienvenue dans cette webconférence qui s'intitule Retour sur les 16e rencontres nationales du FFFOD, les rencontres ayant eu lieu à Dijon les 9 et 10 octobre. La thématique était la FEST, un atout pour la formation à distance et la multimodalité. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un temps de présentation et un temps de questions-réponses. Donc le temps de présentation va être réparti sur deux thématiques. Tout d'abord, les éléments clés de la FEST. Jean nous en parlera. Ensuite, avec Paula, nous vous parlerons du guide des formations multimodales. Et enfin, nous prendrons les questions qui auront été posées dans le chat, donc autant que possible, et nous essaierons d'y répondre. Bien tout d'abord, les éléments clés de la FEST. À toi la parole, Jean. Oui, bonjour à tous. D'abord, vous rappelez que le 9 et 10 octobre dernier, nous étions à Dijon et qu'il y avait plus de 120 personnes qui ont partagé leurs expériences et leurs éclairages sur la fête. C'était un vrai succès. La diversité des membres du FFOD nous ont permis de voir différents territoires d'expérimentation et les premiers territoires de généralisation de cette nouvelle modalité de formation qu'est la FEST suite au décret de décembre 2018. Donc on est vraiment dans de l'innovation récente, puisque le décret date de décembre 2018 et l'année 2019 a été la première année où des parcours à FEST se sont mis en place. Ce qui est ressorti donc, c'est que oui, la FEST est une véritable innovation, ouvrant des nouvelles perspectives pour développer les compétences sur de nouveaux territoires vers de nouveaux publics. C'est-à-dire si les salariés faiblement qualifiés ne partaient pas en formation, on est tous tombés d'accord pour dire que c'est la formation qui allait aller sur le poste de travail, prenant en compte la situation de travail, et que donc la FEST est une nouvelle possibilité pour former des salariés peu qualifiés, des PME, PMI, mais aussi des grandes entreprises. Et donc la FEST est vécue aussi pour rééquilibrer nos dispositifs de formation pour que, enfin, si je puis dire, ce soit les personnes les plus faiblement qualifiées qui profitent des actions de formation, dont les salariés. L'autre point important, c'est qu'au cours de ces rencontres, on a eu un éclairage sur des parcours à FEST vers les salariés de PMI et aussi de grandes entreprises. Mais on a aussi des collègues membres du FFOD qui nous ont fait des retours d'expérimentation pour montrer que la modalité à FEST était aussi intéressante pour les demandeurs d'emploi et pour les alternants. Donc c'est bien une modalité qui va pouvoir s'appliquer sous certaines conditions sur lesquelles je vais revenir dans un second temps pour répondre à des besoins spécifiques de développement de compétences. L'autre point qui est sorti au cours de ces éléments, les points clés de la FEST, c'est que la FEST peut être un parcours ou la FEST peut être une séquence d'un parcours. Donc il y a le principe des poupées russes, et donc on a eu des éclairages où, en fonction de la durée de parcours et en fonction de la durée du parcours de professionnalisation, la FEST prenait ou toute la place du parcours ou une partie de la place. Et donc on est bien là dans une multimodalité, puisque un parcours, c'est une somme de modules, les modules sont une somme de séquences. La FEST vient prendre sa place. Alors l'autre point important, c'est de dire qu'on ne dit pas AFEST, mais on dit bien AFEST, action de formation en situation de travail, en faisant référence à la nouvelle définition de l'action de formation de la loi de septembre 2018. Donc on est bien là sur une nouvelle approche de type compétences, comme les actions FOAD. Les actions AFEST sont des actions dans lesquelles, a priori, il n'y a pas de programme au démarrage, mais il y a bien une série d'activités pour viser l'atteinte d'un objectif professionnel à travers le développement des compétences. Donc ce qui marque la FEST, c'est qu'on n'est pas lié à un programme,
mais qu'on est lié à l'atteinte d'un objectif et que pour atteindre cet objectif, on a à notre disposition plusieurs activités qu'on va organiser comme on veut, à condition de respecter une alternance fondamentale de la FEST. Je parle vite et je parle fort, donc n'hésitez pas à me poser des questions que ma collègue Sarah pourra me redonner dans un troisième temps. Sarah, je compte aussi sur toi pour me limiter dans le temps si je suis trop long. Et donc, ce qui est fondamental dans les parcours à faire, c'est une alternance de 2 situations, voire de 3 situations, mise en situation et situation réflexive. S'il n'y a pas de situation réflexive, on n'est pas dans la FEST. Et on avait la chance d'avoir des collègues qui étaient spécialistes du droit, du travail, et qui nous disaient, si on doit examiner un parcours à FEST, pour être sûr que c'est un parcours à FEST, il faut absolument qu'on ressorte très facilement à travers la traçabilité des activités. D'une part, qu'il y ait bien des situations réflexives sur lesquelles je vais revenir dans un second temps, et que d'autre part, il y avait un droit à l'erreur du côté de l'apprenant. Alors ça, c'est fondamental, hein. Ça a été souligné à plusieurs reprises et il y a différents niveaux. Le droit à l'erreur est au cœur de la pratique des parcours AFEST. Le salarié qui est en formation est d'abord un apprenant qui apprend en faisant, qui apprend en produisant, produire un objet ou produire un service, mais il est bien en situation d'apprentissage. Et pour être en situation d'apprentissage, il faut qu'il ait donc le droit à l'erreur, le droit à l'essai et le droit à la critique. La critique de son poste de travail et la critique de l'organisation. Une critique positive qui va dans le sens de l'amélioration de la performance. Et cette expression critique et ce droit à l'erreur va être exercé avec son formateur dans les phases réflexives. Donc il va alterner des phases de mise en situation. Donc là on est bien dans le learning by doing, comme on dit en espagnol, c'est bien en immersion sur son poste de travail ou sur un poste de travail aménagé pour qu'il puisse y faire des erreurs, qu'il puisse y avoir une progression, qu'il puisse bénéficier de l'accompagnement de son formateur sur lequel je vais revenir. Mais la FEST, c'est bien impliquant parce que c'est immersif. Donc l'apprenant est sur son poste de travail avec les machines, avec le décor, avec les uniformes, avec les clients, les fournisseurs, etc. Donc avec les technologies, avec le numérique. Et donc il est bien dans un milieu immersif dans lequel ça va donner sens à la manière dont il va explorer les différentes activités qu'on veut lui proposer pour apprendre en produisant. Et donc, s'il est là pour apprendre en produisant, ça veut dire que ses collègues qui sont autour de lui, ses pairs, qui vont l'aider dans son parcours, ont bien l'information comme quoi il est d'abord apprenant, il n'est pas là pour produire, il est là pour apprendre. Voilà, c'est ce qui est ressorti. Alors, autre élément fondamental de la FEST qui a été aussi éclairé à différentes reprises et pour lesquelles il y a eu, je dirais, une controverse extrêmement intéressante, extrêmement positive, c'est qu'il n'y a pas de parcours à FEST sans formateur. Ça, c'est immanquable. Mais le décret de décembre 2018 ne précise pas si c'est un formateur interne ou un formateur externe. Le décret de 2018 précise juste que le formateur doit exercer des fonctions tutorales. Petite ambiguïté, c'est pas le tuteur qui montre pour que l'apprenant fasse. Non, non. Le formateur va observer comment l'apprenant fait et dans les phases réflexives, il va l'interroger sur la manière dont il fait, la manière dont il apprend, la manière dont il se questionne pour marquer le fait qu'à travers ce questionnement, il va pouvoir marquer la compétence de la maîtrise de la situation de son poste de travail dans une certaine variabilité de sa situation de travail. Donc ça aussi, c'est un point intéressant qui a été évoqué à Dijon, c'est que on s'intéresse non seulement au poste de travail, mais on s'intéresse aussi à la variabilité raisonnable de la situation de travail. En fait, un salarié est compétent quand il maîtrise sa situation de travail avec son poste de travail. Il n'y a pas une simple maîtrise du poste, mais aussi du poste et des interactions qu'il y a autour du poste. Je reviens en arrière pour dire que pas de parcours à FEST sans formateur interne ou formateur externe. Et là, grosse discussion, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réponse absolue. Chaque parcours à FEST est un parcours spécifique qui va répondre aux besoins de chaque entreprise, puisque c'est bien une décision managériale qui va faire qu'on fera ou pas un parcours à FEST dans une entreprise, pour développer des compétences, transmettre des compétences, acquérir de nouvelles compétences, entretenir l'employabilité, etc. Et donc, il y a deux cas de figure, soit au sein de l'écosystème compétences d'entreprise,
il y a une personne, un professionnel compétent qui peut assumer le rôle de formateur, auquel cas on aura un formateur interne. C'est ce que préconise la foire aux questions de France Compétences, qui insiste sur le fait que du côté de France Compétences, le formateur est d'abord un professionnel compétent qui va assurer la mission de formateur. Seulement, dans certaines entreprises, je pense en particulier aux PME, PMI, voire aux situations artisanales, puisque j'ai suivi avec le CFA Pays de Montbéliard une expérimentation à FEST dans laquelle il y avait donc un parcours à FEST chez des artisans, donc il y avait une seule personne, et donc le formateur est un formateur externe du CFA. Donc quand l'entreprise est petite, moyenne, il est fort probable que le formateur soit un formateur externe, venant d'un organisme de formation. Quand c'est une grande entreprise, c'est plutôt un formateur interne qui va être un professionnel de proximité. Alors là, on a eu des discussions extrêmement intéressantes avec force et faiblesse du formateur interne, force et faiblesse du formateur externe. En tout cas, ce qu'il est clair, c'est qu'il faut éviter que ce soit un hiérarchique qui assure la fonction de formateur, pour ne pas mélanger les enjeux. Le hiérarchique a un rôle d'évaluation à faire chaque année dans les entretiens professionnels, alors que le formateur, lui, est dans un rôle de bienveillance, de valorisation et d'accompagnement, qui n'est pas forcément compatible avec une position de hiérarchique. Si c'est un formateur interne, alors il a la crédibilité professionnelle, parce qu'il connaît le métier, il connaît l'environnement, il connaît l'entreprise, et donc il a une vraie crédibilité. Par contre, un formateur interne n'est pas forcément pédagogue. Donc la gestion des séquences réflexives peut mériter un accompagnement d'un tiers aidant. Et là, c'est peut-être un consultant d'un organisme de formation ou le consultant d'un cabinet qui va briefer un minimum le formateur interne pour qu'il puisse dérouler, comme le prévoit le décret, les phases réflexives. Alors, les phases réflexives, c'est on n'est pas là pour interroger l'apprenant, mais on est là pour faciliter son expression. La qualité de son expression sera un élément déterminant quant à l'acquisition de la compétence visée. C'est-à-dire que si je suis bien au clair sur ce que je fais, comment je le fais, comment j'apprends, comment j'interagis, alors du coup, j'aurai une bonne vision de mon geste professionnel et donc de la compétence associée au geste professionnel. Inversement, si c'est un formateur externe, un formateur venant d'un organisme de formation, il y a effectivement le fait que le formateur ne connaît pas forcément le métier, c'est le secteur industriel, le secteur hôtelier, le secteur touristique, du côté des vétérinaires, etc. Et donc le formateur va devoir acquérir un minimum de culture pour être crédible auprès de la personne qu'il va accompagner. Voilà, donc Gina n'entend plus rien, mais j'espère que les problèmes vont se régler très rapidement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Sarah, il me reste combien de temps pour que je puisse compléter les éléments clés de la FEST qu'on a partagé à Dijon, autour d'un super beau repas. Jean, il te reste 5 minutes. Est-ce que tu souhaites répondre à 2 petites questions, là tout de suite, qui sont immédiatement des réactions à ton propos? Oui, je peux répondre tout de suite, Sarah, puis après je parlerai de l'évaluation dans un parcours à FEST. Et donc, Sarah, quelles sont les 2 questions? Alors, en français peut-être? Oui, alors très rapidement, une question de Christina qui a entendu que tu as dit qu'il n'y avait pas de programme et Christina se demande si ça veut dire qu'il faut improviser. Et du coup, elle dit s'il n'y a pas de programme, comment on mesure la progression? Alors non, effectivement, donc la définition de l'action de formation renvoie à une suite d'activités, mais une suite d'activités qui va viser l'obtention d'un objectif professionnel. Donc on n'a plus de programme en termes de contenu, mais on a une série d'activités en termes de viser des objectifs. Alors ça, c'est une action de formation, mais souvent les actions de formation sont certifiantes ou diplômantes, et donc le diplôme ou la certification installe des contenus incontournables à faire. Mais l'idée du législateur, c'est de nous donner un degré de liberté pour qu'on ne soit pas enfermé dans le déroulement d'un programme qui est prévu à l'avance, puisque la FEST, merci Christina, que je salue au passage, Mont-Saint-Aignan, très belle ville, c'est de dire que on a, avec la FEST, quelque chose de fondamental qui a été vraiment très bien exprimé à Dijon, c'est qu'on a des parcours individualisés. C'est-à-dire que pour chaque salarié,
pour chaque demandeur d'emploi et pour chaque alternant, c'est un parcours sur mesure qui va prendre en compte ses acquis, sa motivation et sa situation. Et donc, il n'y aura pas deux parcours à FEST identiques. Donc, on est bien sur un degré de souplesse lié à l'individualisation du parcours. C'était la première question, Sarah. Merci Jean. Ben, je te laisse parler de l'évaluation et on garde l'autre question pour notre partie questions-réponses. D'accord, merci. Ensuite. Alors ça c'est un point important, c'est que comme toute action de formation, on doit aboutir à l'évaluation des acquis professionnels. Donc que ce soit un parcours FAD ou un parcours AFEST, il faut qu'à la fin du parcours, on puisse faire un point sur l'évaluation des acquis professionnels. Mais dans le cas de la FEST, l'évaluation des acquis professionnels, qui va être en résonance avec une phase de positionnement en début de parcours, doit impérativement se faire en dehors des séquences réflexives. On ne doit pas mélanger l'approche réflexive et l'approche évaluative. Donc il y a une évaluation des acquis professionnels en fin de parcours, et il y a bien sûr, comme toute action de formation multimodale, puisque la FEST est une nouvelle modalité d'action de formation, un accompagnement formatif pour donner du sens à l'alternance des mises en situation, d'une part, des situations réflexives, d'autre part, et le décret prévoit une troisième situation qui a été illustrée aussi à Dijon, ce qu'on appelle des situations complémentaires, où l'apprenant peut aller dans un centre de ressources, l'apprenant peut se connecter sur des séquences de type e-learning pour avoir des compléments d'informations nécessaires à l'acquisition de sa compétence professionnelle. Donc, mise en situation, immanquable, situation réflexive, immanquable, et éventuellement, en fonction des besoins, et c'est là un degré de souplesse très intéressant de la FEST, des séquences complémentaires, voilà. Merci beaucoup Jean, tu es parfait dans le timing. Donc tu as C'est la deuxième effectivement, question. tu J'ai nous le as temps de répondre à la donné, deuxième question ou pas, ou on la garde pour après? on va la garder pour tout à l'heure si tu le veux bien. Voilà. Très bien. Voilà, hein, les différents auditeurs peuvent réagir toujours dans le chat. Donc on a quelques, puis on a même des auditeurs qui te donnent les réponses à certaines questions que posent d'autres. Donc c'est Super. parfait, dynamique et Ça s'appelle la interactif. pédagogie. Merci beaucoup, Jean. Alors, dans un deuxième temps, après cet éclairage très explicite sur ce qu'est la FEST et sur ce qu'elle doit comporter et sur ce qu'il faut prévoir, hein, organiser les compétences nécessaires. Donc, on reviendra sur les questions que vous posez dans le chat en troisième partie. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Paula pour nous parler un peu plus avant. Alors oui, excusez-moi, je n'ai pas été réactive pour le diaporama. Non, c'est bon, c'est Pardon, bon. j'aurais Pas de dû souci, avancer pas à de la souci. diapo suivante pendant les propos de Jean, je m'en excuse. Non, mais c'est une trace écrite pour que les gens l'aient dans le diaporama. Tout à fait. Donc maintenant, avec Paula, nous allons parler du guide sur les formations multimodales. Donc tout d'abord, avant de céder la parole à Paula, ce guide a été élaboré par un groupe de travail d'adhérents du FFFOD. Il y avait dans ce groupe de travail donc différents acteurs d'organismes de formation, des ingénieurs formation, des ingénieurs pédagogiques. Il y avait également des personnes des OPCA, maintenant des OPCO. Nous avions également avec nous des juristes, des formateurs, des responsables du contrôle aussi des formations. Donc c'est ce qui nous a permis d'élaborer ce guide qui veut répondre à tous les points de vue, à tous les besoins des différents acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle. Donc pourquoi ce guide? Bien pour accompagner les différents acteurs concernés, pour accompagner dans l'appropriation de la réforme et apporter des réponses concrètes à sa mise en œuvre au quotidien. Donc ce guide, en termes d'objectifs, ce que l'on veut qu'il puisse apporter, c'est pour vous aider à mieux appréhender le cadre et les contraintes administratives, pour vous aider à identifier comment alléger la gestion du dispositif de formation, si possible, pour vous aider, vous éclairer pour faciliter la relation entre les dispensateurs de formation et les financeurs, également pour renforcer la qualité du suivi pédagogique. Et on a essayé au travers de ce guide de répondre à différentes questions. Quels sont les éléments de contrôle pour garantir la qualité d'un dispositif de formation à distance? Comment s'assurer que le découpage pédagogique et technique permet de garantir la traçabilité des activités de l'apprenant au sein de son parcours afin de bénéficier du financement de la formation?
Et enfin, que convient-il d'attester? La mise en œuvre de moyens pédagogiques et techniques pour accompagner l'apprentissage et ou le résultat de la formation. Donc je passe la parole à Paula qui va nous en dire beaucoup plus sur ce guide et ce qu'il vous apporte. Alors, vous m'entendez? Nous t'entendons très 5 bien. sur 5. Bon. Bonjour à tous. Merci à Jean et à Sarah pour leurs propos. Concernant donc le guide de formation multimodal, c'est parti effectivement du constat qu'il y avait une évolution importante des textes réglementaires depuis les années 2000 jusqu'à tout dernièrement avec la loi du 5 septembre 2018 qui nous a conduit à effectivement travailler à la réalisation de ce guide pour essayer d'aider chacun et chacune de ceux qui voulaient engager de la multimodalité. Alors aujourd'hui, ce qu'on remarque quand même, c'est que le législateur favorise, encourage la mise en œuvre de la multimodalité et notamment à travers la formation ouverte et à distance, mais aussi maintenant avec les formations en situation de travail. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut constater, c'est la nouvelle définition de l'action de formation. L'action de formation se définit désormais comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail. L'action de formation doit réunir 3 conditions cumulatives qui sont concourir au développement des compétences, permettre d'atteindre un objectif professionnel et être organisée selon un parcours pédagogique. Elle peut être réalisée selon des modalités pédagogiques variées, en présentiel, à distance et ou en situation de travail. Donc ça, c'est ce que nous a apporté la nouvelle définition de l'action de formation qui du coup, effectivement, nous amène à repenser les actions de formation dans une pluralité de modalités pédagogiques. Alors, qu'est-ce qu'une formation multimodale? Une formation multimodale, de fait, associe un mix formation, un mix modalité pédagogique qui peuvent être en présentiel ou à distance, en mode transmissif et collaboratif, dirigé et autodirigé, formel et informel, peut s'appuyer notamment sur des outils et des ressources numériques, mais pas que. Donc on voit qu'il y a une véritable richesse qui est introduite par la nouvelle définition de l'action de formation à travers demain le déploiement d'actions de formation multimodales. Alors, quelles sont les règles applicables, les critères d'éligibilité de la formation à distance? La loi, donc le décret du 28 décembre 2018, nous a précisé les conditions de mise en œuvre de ces actions de formation. Alors, pour rappel, l'article du Code du travail, alors c'est le D 6313-3-1, qui précise que la mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne. Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Donc ça, c'est pour la partie de cet article. Donc on voit effectivement qu'il y a 3 conditions cumulatives à mettre en œuvre pour pouvoir justifier auprès d'un financeur de l'imputabilité de cette action de formation. Donc il faut bien prévoir au départ ces 3 points qui sont l'assistance technique, une information claire sur le parcours de formation que suivra l'apprenant, et il va falloir aussi ponctuer le parcours de formation par des jalons. Alors,
Qu'est-ce qu'un jalon? Puisqu'effectivement, c'est la question qui a suscité chez nous, en tous les cas, un certain nombre de questionnements dans la réalisation de ce guide. Et on a proposé de présenter différents types de parcours qui étaient courts ou longs, introduisant plusieurs modalités, ou étant suivi totalement à distance, partiellement à distance. Donc ça, vous pourrez le retrouver dans le guide. Hein. L'idée est vraiment de vous permettre d'avoir un panorama des possibilités qui sont ouvertes par cette nouvelle réglementation qui encourage fortement les innovations pédagogiques, rénovations. On pourrait en dire beaucoup aussi sur ce principe-là. En tout état de cause, on voit bien que ça apporte une richesse supplémentaire, mais encore faut-il savoir mettre en œuvre ces parcours de formation avec ce mix de modalités et ces fameux jalons, puisque donc un jalon, ça va être un point de repère qui va servir à baliser et à marquer la fin d'une séquence pédagogique. Exemple, un chapitre, un nombre de semaines, un sujet abordé, un module de formation entier, ou de la formation pour une formation plus courte. Les jalons sont donc utiles pour, à un moment donné, faire un relevé des personnes qui ont effectivement suivi la séquence pédagogique à distance, puisque les jalons vont avoir vraiment leur importance dans le cadre de la formation à distance, puisqu'on va avoir plusieurs façons de proposer la visibilité de ces jalons dans le cadre de la programmation du parcours. Donc en l'occurrence, nous on atteste mensuellement de la présence de nos stagiaires, de nos étudiants. Pour ce faire, quand on est dans la formation en présentiel, plus classique, c'était la feuille d'émargement qui permettait d'attester de la réalisation de l'action de formation auprès des financeurs notamment. Aujourd'hui, avec la formation à distance, on ne parle plus des temps de connexion. Ce ne sont plus ces éléments-là qui sont considérés pour valider et attester de la réalisation de l'action de formation. Ce qui va nous intéresser, c'est définir des activités pédagogiques dans le parcours au cours des séquences ou d'un module. Ça va dépendre du montage au départ de ce dispositif. En tout état de cause, les activités vont permettre de jalonner le parcours et à un instant T, dans le temps de la formation, pouvoir relever que l'apprenant a effectivement réalisé l'activité qui lui était demandée pour attester cette réalisation. À partir de là, il est clair qu'au vu du côté mensuel pour la rémunération notamment des apprenants en situation de travail et pour pouvoir justifier tout ça auprès de leur employeur ou du financeur de leur formation, l'attestation mensuelle va retracer effectivement leur participation à la formation, et ce, quelle que soit sa modalité. Donc pour le centre de formation en l'occurrence, l'objectif va être de permettre ce relevé de réalisation. Alors, j'ai fait un peu le tour. J'étais assez rapide, je pense, mais je pense avoir été à l'essentiel, ce qui nous laisse un peu plus de temps pour aborder les questions relatives à nos différents propos aujourd'hui. Alors, il y a une question de Caroline. Qui s'interroge en disant quels enseignements individuels peuvent être donnés aux financeurs. Quels éléments, tu peux reprendre? Alors, quels enseignements individuels peuvent être donnés aux financeurs? Je ne sais pas si c'est quels éléments individuels. Quel renseignement, Caroline? Quels renseignements
Quel renseignement? Oui, alors effectivement, il y a des points de vigilance. Alors dans le guide, on a pris soin de vous donner des recommandations par rapport à ces affaires-là, puisqu'il y a aussi des éléments de confidentialité dans ce que nous pouvons relever des activités d'apprentissage de nos apprenants. Par conséquent, effectivement, il est souhaitable de s'interroger sur quels sont les éléments de preuve, quels sont les éléments que l'on va pouvoir transmettre à un financeur pour pouvoir justifier de la réalisation de l'action de formation, de la séquence en question. En l'occurrence, nous vous engageons fortement à mettre en place un programme individuel de formation qui est une sorte d'avenant à la convention de formation afin de baliser un peu ce qui est attendu, ce qui est attendu dans le cadre du parcours de formation. À partir de là, on va retrouver les différents jalons. Quelles sont les activités que vous avez balisées dès le départ pour permettre d'attester, relever la présence, relever la réalité de l'action de formation. Oui. Voilà, est-ce que je peux me permettre de compléter ce que tu dis pour effectivement les éléments de preuve? Dans le décret, c'est marqué éléments probants. Donc le terme réglementaire sont des éléments probants, mais dans le décret, il n'est pas précisé de quel élément probant il s'agit. Donc tout l'intérêt du FFOD, c'est de rassembler des acteurs d'une communauté avec des approches diverses, des opérateurs, des financeurs, des juristes, etc. Et on a essayé de travailler dans ce guide, qu'est-ce qu'on entendait par éléments probants pour apporter aux financeurs, au final, la preuve de la réalisation de l'action de formation quand l'apprenant n'est ni dans le même temps, ni dans le même lieu que le formateur. Paula a rappelé qu'effectivement, l'utilisateur nous invite à innover dans cette multimodalité. Et en fait, pour faire court, et après je rendrai la parole à Paula, c'est que les trois éléments déterminants pour établir nous-mêmes les éléments probants qu'on va partager en partie avec les financeurs, c'était dit, ça tourne autour des productions des apprenants, autour des interactions des apprenants et autour des évaluations des apprenants, qui seront autant d'éléments qu'on va conserver précieusement, comme autant d'éléments probants du déroulement et de la progression de l'apprenant entre le début et la fin du parcours. Merci Jean pour ce complément. Effectivement, nous vous conseillons de toute façon de conserver un maximum d'éléments probants pour pouvoir témoigner de la réalisation du parcours de formation par l'apprenant. On vous a mis un certain nombre d'exemples dans le guide, là aussi, pour vous accompagner dans quels sont effectivement ces éléments probants qui pourraient être gardés, archivés en cas de contrôle à un instant T. Donc on vous invite vraiment à regarder ces tableaux. C'est des exemples, c'est à titre indicatif, mais il y a eu un vrai travail par l'ensemble des participants, à partir de leurs propres expériences, comment fonctionne-t-il et pour pouvoir vous faire ces tableaux synthétiques et vous guider un petit peu dans ce qui serait souhaitable pour vous de conserver. Alors effectivement, les éléments probants, on doit les conserver en cas de contrôle, puisqu'on est soumis au contrôle de différentes instances, mais il ne s'agit pas de donner les preuves aux financeurs, mais de donner un tableau récapitulatif des preuves. On n'a pas à tout justifier, heureusement, sinon on ne s'en sortirait pas. Et donc le guide qu'on a fait, c'est bien dans un souci d'alléger le travail entre financeurs et opérateurs pour qu'on trouve un modus vivendi sur qu'est-ce qu'on peut partager facilement. Mais effectivement, la loi nous oblige en tant qu'opérateur de formation de conserver ces preuves en cas de contrôle, mais uniquement en cas de contrôle. En cas de contrôle, tout à fait. Tout à fait. Donc il faut se dire que, bon, en règle générale, majoritairement, ce sont des plateformes de formation en ligne qui sont utilisées, des LMS, des Learning Management Systems, qui
qui garde en mémoire les activités des apprenants. Et en cela, quand vos parcours sont convenablement constitués, avec un certain nombre d'activités pédagogiques qui peuvent donner à voir de l'implication des étudiants dans le cadre de leur apprentissage, suffira à l'instant T d'une demande d'un financeur de pouvoir apporter des éléments de preuve que vous pourrez choisir parmi ceux que vous aurez dans vos instances d'archivage. Donc ça, c'est aussi pour alléger les responsables pédagogiques, la staff de formation dans cette obligation d'avoir les éléments probants à présenter en cas de contrôle. Mais il ne faut pas effectivement sombrer dans quelque chose qui nous amènerait vers trop de gestion administrative. Gardez raison pédagogique. Je profite là d'une petite remarque de Patrick, que je salue au passage. On a quitté le concept d'assiduité pour aller vers le concept de réalisation. C'est-à-dire que le décret de 2014 nous amenait à remettre à la fin du parcours multimodal une attestation d'assiduité. Cette attestation d'assiduité n'existe plus. Elle est remplacée par un certificat de réalisation. Donc, quand un parcours de FOAD est financé par des fonds publics ou des fonds mutualisés, on a obligation de remettre à l'apprenant un certificat de réalisation. Mais en fait, le certificat de réalisation, c'est l'ancienne attestation d'assiduité, mais le législateur a souhaité quitter la notion d'assiduité pour aller vers une notion de réalisation du parcours, c'est-à-dire que l'apprenant ait bien fait toutes les activités qu'on avait prévues, en termes de production, en termes d'interaction et en termes d'évaluation, peut-être d'autres éléments qui vont venir conforter ces éléments probants pour dire que, bah oui, l'apprenant n'était pas dans le même temps que moi, l'apprenant n'était pas dans le même lieu que moi, mais ça l'a pas empêché, heureusement, et on le sait pertinemment, de poursuivre son parcours avec beaucoup d'efficacité. Donc adieu l'assiduité, adieu l'attestation d'assiduité, donc ça on change. Et bonjour le certificat de réalisation. Le législateur, tous les 2 ans, nous change la donne, mais c'est comme ça et on s'adapte. Tout à fait. Sarah, on rend la parole peut-être Sarah, on rend la parole à Sarah parce qu'on a plein de choses à dire, mais c'est Sarah qui anime. Sarah, c'est à vous. Merci beaucoup Paula, merci beaucoup Jean. Effectivement, on essaie de répondre aux questions en même temps qu'elles arrivent, autant que possible. Pour autant, nous avons encore des questions. Alors, des questions plus centrées sur la FEST, pour celles que nous avons pour l'instant. Donc, une question de Christina, et Anne rejoint la question de Christina, ça a à voir avec le formateur accompagnateur à FEST. Donc, est-ce que le formateur qui accompagne la FEST doit être un spécialiste du domaine sur lequel il accompagne? Et Anne précise un petit peu, je vais dire, la question en disant que la FEST soit une modalité parmi d'autres dans un parcours, ok, mais du coup, le formateur à FEST doit-il aussi être un super référent à même de mener une réflexivité sur un parcours multimodal? Alors, ce formateur, la réponse est peut-être bien oui, peut-être bien non. C'est-à-dire que je suis belge, mais j'habite en Normandie. C'est-à-dire qu'en fait, tout va dépendre de l'écosystème compétences dans lequel le parcours à FEST aura lieu. Et donc, des fois, le formateur devra être compétent sur la thématique et des fois, il ne le sera pas. Mais en fait, il y a plusieurs acteurs qui vont graviter autour du salarié et qui vont donner du sens au fait qu'il y a des mises en situation et il y a des séquences réflexives. N'importe qui n'est pas capable de faire correctement des séquences réflexives. Ça renvoie à un savoir-faire qui est vraiment intéressant, ça renvoie un petit peu à la didactique professionnelle. Et donc, effectivement, on a un décret qui est à la fois exigeant et souple, ce qui fait que dans ce décret qui est exigeant et souple, ce qu'on va privilégier, c'est une approche, je dirais, de type pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte au contexte dans lequel on travaille pour qu'on vise effectivement le développement des compétences. Mais à chaque fois, ce sera du juste mesure, avec en AFEST 2 prestations complémentaires et indépendantes. La première prestation, c'est tout ce qui ressort de l'état des lieux et de l'analyse de la situation de travail pour construire le parcours de formation, qui est une première prestation importante. Et si cette prestation n'existe pas, on ne peut pas en créer un parcours d'AFEST. Et après, il y a une deuxième prestation complémentaire qui est
l'accompagnement du parcours. Et donc, il est possible que ce soit deux personnes différentes qui fassent l'un ou l'autre, ou la même personne. Tout va dépendre de la taille de l'entreprise, tout va dépendre de la demande de l'entreprise, tout va dépendre de la compétence de l'organisme de formation, s'il est capable ou pas de faire de l'analyse de son travail ou pas. Mais effectivement, ça nous interpelle en tant qu'organisme concourant au développement des compétences sur le fait que de plus en plus, et je m'arrêterai là, le travail va soutenir la formation. D'accord, merci beaucoup Jean pour cette réponse. Du coup, est-ce que ça veut dire que pour un formateur accompagnateur AFEST, compétences spécifiques, hein, ce que tu as très bien expliqué, est-ce que peut-être ça veut dire qu'il faut envisager une professionnalisation du formateur ou de l'accompagnateur AFEST sur ses compétences bien particulières? Je pense que la FEST nous ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux positionnements et de nouveaux marchés. Hein. C'est très clair, il y a une dimension économique là, très, très importante et que pour les organismes de formation, il y a un enjeu extrêmement important. Et cet enjeu, à mon avis, passe par effectivement de la professionnalisation des équipes pédagogiques. Et je voudrais dire tout de suite que contrairement à ce qu'un bruit qui court et qui est porté et qui est relayé par certaines instances, il n'y a besoin d'aucune certification pour mettre à bien des parcours AFEST. Être certifié, c'est mieux, mais il n'y a aucune obligation pour mettre en place des parcours AFEST. Hein. N'importe quel organisme de formation compétent, n'importe quel cabinet de ressources humaines compétent est capable, avec son savoir-faire et en appliquant le décret AFEST lié à la loi de septembre de 2008 était en mesure de répondre à des demandes de compétences des entreprises et de répondre à la première et à la deuxième prestation, ou les deux, seul ou en partenariat. On a eu des exemples à Dijon extrêmement intéressants où Enedis, le distributeur d'électricité en France, a mis en place un programme de professionnalisation extrêmement intéressant. Et dans ce programme-là, il y a de la FEST, mais c'est une partie du programme. Et donc, du coup, les formateurs de Enedis ont été formés à la FEST. Donc oui, je pense que la professionnalisation est un axe majeur. Oui, tout à fait. Alors nous avons encore une question, plusieurs questions même, donc une question de Cécile qui dit: pouvez-vous préciser la formation sur son poste de travail ou sur un poste de travail aménagé? Donc situation poste de travail réel ou poste de travail aménagé. Et moi j'étendrai même ma question, je me permets, je m'autorise, ou poste de travail simulé. Donc réalité virtuelle, est-ce que ça peut aller jusque-là, jusqu'où on peut envisager d'aller en restant dans le respect du cadre et des cadres? En AFEST, tout est possible, à condition de répondre à l'accompagnement de montée en compétences, mais le poste est forcément aménagé. Le poste est forcément aménagé parce qu'on introduit sur l'activité du poste de travail la notion d'erreur. Donc il faut avoir le droit à l'erreur et le droit à l'essai. Alors, ça peut avoir des conséquences importantes sur la sécurité, sur la matière première, sur le process, sur les machines, etc. Mais donc, il y a nécessairement aménagement du poste de travail adapté à la situation. On n'aménage pas un poste de réceptionniste d'un hôtel comme on aménage un poste d'assistant vétérinaire ou un poste sur le pilotage d'une entreprise. Et effectivement, parmi les aménagements, on a vu à Dijon des éclairages intéressants sur des postes en simulation virtuelle où une partie de la complexité du geste, au lieu d'être fait en réel, elle est d'abord faite en simulation, en réalité virtuelle. C'est une piste, mais inversement, on ne peut pas imaginer un parcours AFEST qu'en situation, en simulation, voilà. Il faut qu'il y ait une réalité du terrain. Mais après, c'est nous, pédagogues, qui allons trouver le bon mixte pour répondre au mieux à la situation. Chaque parcours il n'y a pas de recette magique, il y a juste une phase de questionnement et d'analyse de son travail et de se servir de ça pour faire un parcours pédagogique. D'accord. Alors, on a une question qui revient sur le formateur, l'accompagnateur AFEST. Comment se professionnaliser, comment se former, comment se faire accompagner pour mettre en place des dispositifs AFEST? Alors, il y a des offres qui sont présentes. Des offres, il y a une offre certifiante et une seule. Toutes les autres ne le sont pas. Il y a des offres en présentiel. Il y a des offres tout à distance. Il y a des offres multimodales.
Voilà, donc c'est en train de monter en puissance. Je sais que les universités aussi s'intéressent à cette nouvelle mesure, parce que la FEST, hein, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement nouveau, qui ouvre des pistes extrêmement importantes et qui va répondre à une obligation sociale de tout employeur de former tous les salariés, y compris les moins qualifiés. Donc ça représente effectivement une opportunité extrêmement importante. Donc nous, en tant qu'acteurs de la formation, il faut qu'on suive cette évolution-là et qu'on puisse professionnaliser nos équipes, mais en valorisant nos équipes. Hein, c'est-à-dire que nos équipes savent faire beaucoup de choses. Il faut juste qu'elles prennent en compte cette nouvelle porte d'entrée de la formation par le travail. Mais le formateur à FEST est un pédagogue. D'accord. Et donc la FEST nous remet au cœur des enjeux. Alors, il y a également une autre question qui revient du coup sur, je vais dire le début, c'est peut-être le début, en tout cas c'est la première étape de la FEST, c'est-à-dire l'étape qui va être plutôt de l'analyse du travail. Oui. Donc, est-ce à dire que c'est à partir de cette étape-là que démarre une action de formation à FEST, puisque c'est dans la définition et dans les étapes indispensables, c'est la première étape. Du coup, si je poursuis le raisonnement, est-ce que ça veut bien dire que dès l'analyse du travail, nous sommes dans la démarche et dans une action de formation à FEST? Et du coup, est-ce que ça veut bien dire qu'il faut inclure dans une convention de prestation l'analyse du travail, puisque pour valoriser et être rémunéré pour cette activité-là, comment est-ce qu'on doit l'envisager? La réponse est clairement oui. La réponse est clairement oui. Hein. Il n'y a pas d'AFEST s'il n'y a pas une phase préalable de diagnostic et d'analyse de la situation de travail. Et donc la FEST, c'est une décision managériale. Donc on va faire des préconisations aux responsables, aux ressources humaines, chefs d'entreprise, artisans, etc., pour, à partir du diagnostic et de l'analyse du travail, dire la FEST, oui, répond à votre demande, la FEST, non, ne répond pas à votre demande. C'est parce qu'on fait de l'analyse de son travail qu'il y a forcément un FEST derrière. Il peut y avoir des conditions, des postes, des ressources qui ne sont pas mobilisables dans l'entreprise, qui font que la FEST... voilà. Donc il y a une première prestation qui peut être soutenue financièrement par nos partenaires OPCO en fonction de la taille de l'entreprise. Hein. Les OPCO ont un rôle de conseil et un rôle de financement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Mais la première prestation à FEST, c'est effectivement ce diagnostic et cette analyse du situation de travail, qui peut ne pas déboucher sur un parcours. Mais par contre, qui peut déboucher sur un parcours, et une prestation diagnostic et analyse de travail peut générer, en fonction de la taille de l'entreprise, soit un seul parcours, soit 10 parcours, 50 parcours ou 100 parcours. Donc là aussi, il y a un levier économique à voir. Et donc, ce serait bien avec les financeurs, les OPCO, ou sur le plan de développement des compétences des entreprises, dont elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, pour prendre l'opérateur qu'elles souhaitent pour explorer la piste de la FEST. Il y a des conditions pour que la FEST fonctionne. Hein. Je renvoie au rapport fait par la DGEFP et l'ANAC en 2016-2018, où on voit que dans certaines situations, la FEST ne répond pas. Inversement, on voit que la FEST s'applique à un tas de situations dans différents domaines, dans différents secteurs d'activité et en fonction de la taille des entreprises. Juste après, je m'arrête, la FEST vise plutôt les PME, PMI. Bon, mais en fait, on voit que c'est pas dans ce sens-là que les choses s'engagent pour l'instant. D'accord. Alors du coup, nous avons encore deux questions. Alors, des fois qu'il y en ait d'autres qui arrivent dans le chat, mais nous en avons deux. Pourquoi plus envisager la phase d'analyse du travail? Est-ce que cela ne fait pas partie de l'ingénierie du dispositif? Et dernière question pour le moment, qui est du coup, quelle est la durée d'une action de formation à FEST que l'on peut envisager, ou une durée moyenne, ou est-ce qu'il y en a une? Alors, je n'ai pas compris la première question, donc je vais répondre. Je vais répondre tout de suite à la deuxième question, comme ça tu auras le temps peut-être de reformuler, Sarah. Alors, un parcours à FEST, c'est du sur-mesure. Donc, il n'y a pas de règle pour faire un parcours à FEST. Donc, il y a certains prestataires qui nous disent c'est comme ça qu'on fait un parcours à FEST. Moi, je pense qu'un parcours à FEST, c'est du sur-mesure. Donc, ça découle de deux dialogues professionnels. Un, le dialogue avec le management, pour
pour la partie ingénierie et la partie analyse du son de travail, et puis 2, un dialogue professionnel avec le salarié. Et donc s'il n'y a pas ces 2 dialogues professionnels, on est à côté de la plaque, me semble-t-il, sur la FEST. Donc on ne peut pas dire, voilà, donc c'est du sur-mesure, on doit être capable de s'adapter tout en revenant toujours au décret de décembre 2018 sur la FEST. Voilà. Et donc ça c'est un point important. Donc du coup la durée peut être courte, elle peut être moyenne, ou elle peut être longue. Tout dépend s'il y a des séquences complémentaires ou pas. Ça dépend si le poste de travail est compliqué, si la situation de travail est riche, etc. Et puis ça dépend à quel niveau part le salarié, ou s'il est loin des compétences visées, ou s'il est proche. Et donc dans le rapport d'activité, on a des parcours courts. Voilà, j'aime bien les parcours courts. Et puis on a des parcours moyens et des parcours longs. Donc après se pose la question du financement du parcours. En sachant que si c'est un formateur interne, c'est du temps, c'est pas de l'argent. Et donc pour l'entreprise, ça devient intéressant. Par contre, si c'est un formateur interne, il faut qu'il soit appuyé, me semble-t-il, par un consultant interne sur les différentes obligations pédagogiques du déroulement du parcours. Donc là encore, c'est un degré de négociation intéressant. Alors, la première prestation, au départ, les OPCO nous invitaient à travailler sur 5 jours, puis sur 4 jours, puis sur 3 jours, puis sur 2 jours et demi. On voit bien qu'il y a une pression économique là qui s'installe, mais qu'on ne peut pas faire de miracle. Hein. Le diagnostic, l'analyse de son travail, ça demande du temps, parce qu'on doit pouvoir récolter des informations, les analyser et produire un parcours avec des outils. Donc voilà. Et puis après, il y a le parcours lui-même. Voilà, c'était la deuxième question, Sarah. Alors, donc Caroline a reformulé la question. Elle dit, on vient de voir que l'analyse du travail en amont d'une formation comprenant de la FES devrait être considérée comme point de départ de la formation, puisque c'est la première étape de la définition de l'action de formation en situation de travail. Et Caroline dit aussi, mais pour elle, ça fait partie de l'ingénierie du diagnostic préalable, comme pour toute formation. D'où son interrogation. Sauf que oui, effectivement, sauf que là, sur la FES, on est l'analyse sur un poste de travail pour une personne bien précise. Et avec l'idée qu'on va travailler sur les tâches liées au poste du travail en interaction avec la situation de travail. Donc, effectivement, c'est pas nouveau, mais ça recentre sur une logique de didactique professionnelle l'analyse de la situation de travail comme étant un élément déterminant sur le contenu. Alors, effectivement, c'est pas nouveau, mais soyons lucides, beaucoup d'organismes de formation avaient peut-être oublié cette étape-là et avaient des fois tendance à vendre sur catalogue des prestations tout à fait intéressantes par ailleurs, mais qui n'étaient plus forcément liées à l'analyse de telle situation, de telle entreprise. Et là encore, on voit que les écosystèmes compétences varient très fortement d'une entreprise à l'autre. Oui. Alors, il nous reste 7 minutes très précisément, enfin 5, puisqu'il faudra faire le lien et clôturer. Dernière question de Ronan qui dit, dans la FEST, nous parlons de mise en situation de travail. Y a-t-il qu'une seule mise en situation de travail ou plusieurs? Dans le cas d'une seule, concernant les phases réflexives, est-ce qu'elles peuvent être itératives? Oui, elles sont itératives. Hein. C'est la logique comment les séquences réflexives vont enrichir les mises en situation et assurer la progression de l'apprenant dans la maîtrise du geste professionnel, des aptitudes et des attitudes professionnelles. Alors, il peut y avoir une mise en situation qui est riche et qui demande du temps. Il peut y avoir plusieurs mises en situation sur différentes tâches du poste. L'expérimentation nous montre que si on vise trop de compétences professionnelles, on perd un peu le fil de l'eau. Par contre, si on se concentre sur une ou deux compétences professionnelles associées à une ou deux compétences transversales, hein, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais c'est aussi un moyen de travailler sur les compétences transversales, alors on est peut-être plus efficace. Donc il faut qu'on soit pragmatique et qu'on ne vise pas trop haut et qu'on réponde à la demande du chef d'entreprise et qu'on valorise le salarié. Voilà, me semble-t-il. Alors après, tout est possible et il faut qu'on soit raisonnable par rapport au budget de l'action de formation, parce que là aussi, la FES n'est pas une solution miracle. Alors, du coup, cette phase réflexive,
Est-ce qu'il faut la matérialiser ou est-ce que c'est le temps passé, la preuve du temps passé simplement? Est-ce qu'il faut garder une Alors, trace les parcours AFEST, comme les parcours FOAD, hein, le guide du FFOD sur attester de réalisation d'une action de formation, c'est valable pour la FOAD et pour la FEST. Donc, tout ce qu'on a dit sur la FOAD, tout ce que Paula a précisé sur la FOAD est valable pour la FEST. C'est bien pour ça qu'on a un petit peu retardé notre publication du guide. C'était pour intégrer à la fois la FOAD et la FEST comme étant deux actions de formation multimodale. Donc la notion de traçabilité des activités d'un parcours AFEST résonne exactement comme la traçabilité des activités d'un parcours FOAD. Ce qui veut dire que les organismes de formation qui ont une certaine expertise FOAD, à mon avis, seront facilités dans la mise en place des parcours AFEST. Tout à fait. Alors, dernière question avant de passer à la conclusion. Question de Caroline. Nous allons donc tous découvrir le guide. Y a-t-il un espace pour poser des questions? Alors ça, c'est pour Paula. Alors, il me semble qu'il est prévu que nous continuons dans un deuxième temps puisqu'il y a une foire aux questions dans le guide qui est déjà existante. Nous avons donc commencé à relever un certain nombre de questions qui seraient les plus fréquentes, en tout cas celles que nous on s'est posées à notre niveau et qu'on proposait de solutionner. Mais on sait qu'il va y en avoir d'autres puisque tout ceci est assez récent. Alors pas la formation à distance, mais le mix de formation, la multimodalité, la diversité maintenant des actions de formation qui vont pouvoir être proposées font que il va y avoir un certain nombre de questions effectivement qui vont en découler, mais c'est l'expérience, l'expérimentation des uns et des autres qui va aussi amener à produire de nouveaux questionnements. Donc on va, je pense, et puis Aurélia, secrétaire générale, déléguée générale du FOD pourra compléter. Il est prévu que nous puissions effectivement poursuivre ce travail pour compléter le guide autour d'une foire aux questions. On proposait également de l'enrichir puisque l'actualité faisant, il convient, et puis ça fait aussi partie des missions du FOD, que d'alimenter le réseau autour de l'évolution de notre secteur, donc de la formation en général. Donc il me semble que nous allons également apporter des éléments à titre d'exemple, toujours, puisque, comme le disait tout à l'heure Jean, il n'y a pas une recette qui serait applicable à tout le monde, donc il n'y a pas non plus un certificat de réalisation qui sera applicable à tous, mais voilà, on se propose aussi d'apporter ce type d'éléments à titre d'exemple pour alimenter le réseau. Oui, la foire en question est fondamentale parce que la multimodalité crée de la porosité entre les activités pédagogiques, les activités financières, les activités réglementaires. Et donc tout l'intérêt du FFOD, c'est de rassembler des acteurs qui viennent du monde du droit, du monde de la finance, c'est-à-dire du monde pédagogique, pour qu'ensemble, avec nos collègues OPCO, avec nos collègues des conseils régionaux, nos collègues des pôles emploi, GFIP, etc., on puisse être le plus opérationnel possible pour tirer des deux décrets de décembre 2018, le décret FOAD et le décret AFEST, les meilleures décisions au bénéfice et de l'apprenant et du territoire. Donc des questions, oui, il y en a encore plein. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose des questions ensemble. Voilà, c'est ce qui me semble tout l'intérêt du FFOD. C'est l'enrichissement de nos pratiques. Merci beaucoup à Jean, merci beaucoup Paula, merci à nos auditeurs pour toutes ces questions fort pertinentes, et il y en aura forcément d'autres. Donc nous vous invitons à aller consulter régulièrement le site du FFFOD, et nous aurons le plaisir de vous retrouver donc à la prochaine webconférence qui se tiendra le 19 décembre, qui sera sur les Open Badges pour certifier les compétences, et dans laquelle vous retrouverez entre autres éminents animateurs Jean-Luc Peuvrier. Donc merci encore à tout le monde,
Et puis, à bientôt. On salue les gens qui vont nous voir en replay sur le site du SFOD Exactement. en Au décembre, revoir janvier, à février, mars et avril. À tous les spectateurs qui nous verront en replay. Oui. Et merci à Catherine. Merci beaucoup.